Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. On vit une révolution économique et c'est ce que l'on essaie de partager avec vous tous les jours. Mon invité, c'est Céline Degrave, la directrice de Terra Institute, l'école des métiers du développement durable, qui lance un nouveau diplôme universitaire avec Panthéon Assas consacré au nouveau modèle d'affaires. Pour le zoom de ce Smart Impact, on se demandera comment l'Europe veut contrer l'offensive chinoise des véhicules électriques. La hausse des droits de douane va-t-elle s'appliquer? Pourquoi les Allemands sont-ils réticents? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Maze et son modèle coopératif pour les chauffeurs VTC. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Céline Degrave. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice de Terra Institute, école des métiers du développement durable, qui a été créée en 2010. 2010, on peut dire que vous étiez des pionniers, des pionnières. Vous avez été beaucoup copié, j'imagine, depuis. Alors effectivement, 2010, c'était un peu le début de l'émergence des métiers de la durabilité, des métiers de la RSE. Donc effectivement, en cela, l'école a été pionnière. On a été tranquille un certain nombre d'années. De trop longues années. De trop longues années, où on a demandé globalement au directeur du développement durable d'organiser la semaine du développement durable et le tri des déchets dans les bureaux. Depuis 5 ans, ça s'accélère très fortement. Bon, il y a eu quelques étapes réglementaires. Il y a eu la crise du Covid aussi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'établissements, que ce soit des établissements de l'enseignement supérieur privé. Terra Institute est un établissement de l'enseignement supérieur privé, mais également des institutions publiques qui se sont positionnées sur cette thématique, sur ces formations. Et j'ai tendance à dire heureusement. Oui, heureusement, il était temps. Combien d'étudiants formés en une quinzaine d'années? Alors, avec la promo qui termine à la fin de la semaine, oui, on sera environ 1150. D'accord, qui ont essaimé dans toutes sortes d'entreprises. Oui. Ils vont dans des grands groupes ou ils vont plutôt, ils essayent de former de créer leur entreprise. On est sur quel profil? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que majoritairement, on reste sur des salariés de grands groupes ou d'entreprises de toute forme. On a une petite proportion qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà. Mais ça reste quand même essentiellement des salariés de grands groupes qui sont d'ailleurs des partenaires de la première heure, puisque c'est eux qui se sont quand même emparés les premiers de ces sujets. Vous lancez avec l'université Panthéon Assas un diplôme intitulé « Nouveau modèle d'affaires et organisation durable ». Quand sera lancée la première proposition? Et puis surtout, quel est votre objectif? Alors, la première rentrée aura lieu en janvier. On attend 20, 25, peut-être 30 apprenants. Cette formation s'adresse aux professionnels en poste, cadres, managers, dirigeants, qui ont entre leurs mains la direction d'un département ou d'une entreprise. Parce que là, on parle de modèle d'affaires, donc on vient vraiment frapper au cœur de la stratégie de l'organisation et du management de l'entreprise. Et globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et il faut se former pour être capable de mener la transition de A à Z de manière opérationnelle. Comment ça s'est passé? C'est l'université Panthéon Assas qui est venue vous chercher, qui est venue chercher votre expertise? C'est vous qui leur avez dit il y a un besoin là? Comment ça s'est passé? Alors c'est souvent une histoire de rencontre. Oui. Et il s'avère qu'à la naissance de Terra en 2010, il y avait une personne qui s'appelle Sylvie Faucheux, qui travaillait à l'époque à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui était le premier partenariat universitaire de Terra, et qui, quelques années plus tard, travaille sur la prospective pour Paris-Panthéon Assas, et se dit on a besoin sur ces sujets d'aller chercher des partenaires qui ont un minimum d'expertise et d'expérience et que par ailleurs, elle connaît très bien. Et donc, on a organisé l'année dernière ensemble un séminaire d'introduction pour nos étudiants. Et elle nous a dit, voilà, nous on cherche des partenaires, est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse à quelque chose? Alors on va rentrer un peu dans le détail de ces apprentissages. Je vais citer ce que vous annoncez, intégrer des pratiques managériales innovantes au cœur des modèles d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le management actuel, il n'est pas forcément adapté à ces nouveaux défis, aux défis de la transformation?
Oui, alors peut-être pour revenir sur les nouveaux modèles d'affaires. En fait, les nouveaux modèles d'affaires apparaissent dans des périodes de grands bouleversements. On est dans une période de grands bouleversements. Le contexte dans lequel travaillent les entreprises se dégrade. Les risques climatiques, la pénurie de ressources qui entraîne le renchérissement. Et donc tout ça met à mal les modèles économiques, la réglementation qui se durcit, le facteur humain aussi, avec les risques sur la santé des salariés ou la réputation. Et donc il y a un certain nombre, et un nombre croissant d'entreprises qui se posent la question, plutôt qui arrivent au constat, si je ne change pas radicalement ma stratégie, à court terme, pas en 2100, dans 5 ans ou 10 ans, je n'existe plus. Donc je dois me poser une question fondamentale qui est comment je crée de la valeur autrement. Et donc les changements sont tellement profonds que non seulement il faut avoir la vision stratégique, mais il faut ensuite mettre en œuvre tout ça. Et en fait, il est bien connu que les solutions, ce sont les collaborateurs qui les ont. Et donc on a besoin de ramener de la responsabilité, de l'autonomie, de la prise de décision au niveau des collaborateurs. Et clairement, le modèle pyramidal, qui est quand même le modèle de management largement répandu, ne répond pas tout à fait à ces Avec un défi quand même compliqué, parce que ça fait quoi des siècles, mais plus que ça, qu'on est dans ce fonctionnement pyramidal dans les entreprises, sauf quelques cas particuliers d'entreprises qui ont déjà testé des modèles plus horizontaux. Mais et d'ailleurs, certaines en sont revenues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir contrer des générations d'habitudes. Exactement. Et c'est pour ça qu'en parallèle, et c'est aussi un des sujets d'enseignement clé chez Terra Institute, on travaille aussi sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires, quel discours il faut mener pour amener à ce changement qui, oui, bouleverse pas seulement les organisations d'entreprise, un paradigme de société. En quoi nous, consommateurs, on donne de la valeur à telle ou telle chose quand on dépense de l'argent. Donc oui, c'est assez vertigineux. Maintenant, il faut prendre les choses de manière pragmatique. C'est un peu notre signature. On dit rêver grand, commencer petit, agir maintenant. Il faut que ça bouge, il faut y aller maintenant. Pardon. Non, allez-y, continuez. Donc il faut agir maintenant. Et donc, il y a par contre, dans les grands changements, les grandes transitions, il y a aussi des courbes qu'on observe de manière assez systématique. Et c'est les 15 premiers pourcents de personnes à convaincre et à faire pivoter qui sont les plus durs à atteindre. Une fois qu'on a passé ce seuil, ça accélère. Mais vous parliez du récit, ça veut dire il y a aussi le rôle des médias, notre rôle à nous, journalistes. Exactement. Vous questionnez dans cette formation ? En fait, on a quand même, il faut le dire, aujourd'hui une image de l'écologie qui est celle un peu de la punition. Il faut arrêter de faire ça, il faut renoncer à ça, c'est pas bien ce que vous faites. Et donc, c'est humain, personne n'a envie d'y aller. Il faut vraiment qu'on fasse basculer les discours en proposant, mettons-nous tous ensemble pour construire un nouveau modèle de société. Ça va être génial, on va le faire ensemble, on va avoir notre pierre à porter à l'édifice. Et ça, pour le coup, en termes de dynamique et de capacité à y aller, ça change tout. Et oui, bien sûr, les médias ont un rôle fondamental. Et c'est d'ailleurs un des enseignements du diplôme universitaire d'Assas, le rôle des médias dans la transition. Je lis évaluer de manière critique les informations délivrées par les médias. Oui. Parce que il faut que les managers formés dans ce module aient un esprit critique sur ce que les médias peuvent dire, sur l'entreprise ou d'une manière générale sur la transformation. D'une manière générale, on a quand même... Alors, malheureusement, on en est encore au stade où on questionne les constats scientifiques. Il peut y avoir certains médias qui questionnent les constats scientifiques. Il faut avoir suffisamment d'esprit critique pour savoir ce qui est entendable, acceptable, et ce qui ne l'est pas, ou ce qui est une position, une vue de l'esprit. Il y a également beaucoup d'informations auxquelles on a accès. Aujourd'hui, ces informations doivent être challengées. Est-ce qu'elles sont vraies ? D'où elles viennent ? Quelles sont les sources, quelle est la méthodologie, comment on a posé les questions, est-ce que c'est biaisé ou pas biaisé. Donc c'est tout ça, cette capacité à analyser, à collecter la donnée qu'on essaye aussi de transmettre à nos étudiants. Donc vous parlez de nouveaux modèles d'affaires, on va être forcément, on va se pencher vers l'économie circulaire, vers l'économie sociale et solidaire. C'est aussi dans cet environnement-là, dans ces modèles-là qui sont en croissance, que vous allez puiser les enseignements ? Tout à fait. Alors quand on dit nouveau modèle d'affaires, il y en a certains qui existent depuis plus de 10 ans. Et c'est la bonne nouvelle parce qu'en fait, on n'est pas dans des modèles prospectifs issus d'un roman de fiction ou de projection. On est vraiment dans des choses qui ont été éprouvées. Oui, on peut s'appuyer sur des bonnes pratiques qui existent, qui ont fonctionné. Et en fait, dans les nouveaux modèles d'affaires, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez effectivement l'économie sociale et solidaire. C'est quand même les premiers à avoir démontré qu'on pouvait avoir un objectif social
et rencontrer une forme de rentabilité, quand bien même elle est limitée, quand bien même elle est encadrée. Et là, vous avez plein d'exemples dans tous les secteurs. Je crois que vous avez reçu il y a quelques mois le fondateur de Tenzing Conseil, le premier cabinet de conseil dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un bon exemple. Vous avez d'autres modèles qui sont plus proches des modèles capitalistes. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où la bascule fondamentale, c'est vous arrêtez de vendre des produits à des clients qui, au bout d'un certain nombre d'années, doivent se périmer pour qu'ils en rachètent. Vous, entreprise, vous restez propriétaire du produit et vous allez louer à plusieurs usagers. Et donc, vous avez tout intérêt à ce que votre produit soit plus durable. Et donc là, on voit comment on peut reboucler avec la performance et la rentabilité telle qu'on la connaît. Et vous avez en effet des modèles plus prospectifs, à l'expérimentation, mais déjà avérée chez certaines entreprises. Et là, on va être sur des terminologies, l'économie régénérative, l'entreprise contributive, la perma-entreprise, l'économie symbiotique, où globalement, vous êtes sur une pensée globale qui est de penser en système. Tout est lié. Il faut que l'entreprise ait conscience de sa place dans un écosystème plus vaste. Et ensuite, l'envie, non pas de respecter la réglementation ou d'atténuer les externalités négatives, mais d'être vraiment dans un impact positif, de réparer le vivant quelque part. Voilà. Merci beaucoup Céline Degrave et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, comment l'Union européenne contre l'offensive des véhicules électriques chinois. Comment contrer l'offensive des véhicules électriques chinois en Europe? C'est le thème du Zoom de ce Smart Impact avec Marie Chéron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la e-mobility chez Transport et Environnement France, qui est l'organisation experte du transport propre et de l'énergie en Europe. Il y a donc eu une décision européenne annoncée en juin dernier, actant d'une concurrence déloyale des véhicules électriques chinois. Déjà, pourquoi on peut parler de concurrence déloyale ? Alors, il y a une concurrence qui s'est durcie entre trois blocs, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Il faut bien comprendre que la Chine a un temps d'avance sur l'électrique et qu'en ce moment, ce qui se joue, c'est qui va prendre sa place dans cette course à l'électrique. Donc, les Chinois ont un temps d'avance. Ils ont aujourd'hui un marché qui commence à être dominé par l'électrique. Ils ont 50% de part de marché électrique. Ils fabriquent des batteries 2 fois moins chères, LFP 2 fois moins chères que les batteries qui sont produites en Europe en NMC. Et il y a eu un contexte de suspicion de sursubvention aux acteurs chinois. Et il faut savoir que les Chinois ont une surcapacité, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de véhicules. Donc il y a la tentation... Oui, leur marché ne peut pas absorber tous les véhicules qu'ils produisent. Exactement. Et donc du coup, il y avait la crainte aussi de voir arriver des véhicules chinois, donc nettement moins chers, comprenez le contexte, que ceux des constructeurs européens qui ont pris du retard sur l'électrique. Donc la concurrence est rude vis-à-vis des Chinois. Et en parallèle, on a les Américains qui ont mis en place une politique de subvention très forte sur les batteries notamment, et des droits de douane, et qui appliquent aussi des droits de douane sur les véhicules chinois. Donc on est dans une configuration internationale très très dure. C'est pour ça que l'Europe doit renforcer sa politique industrielle. Avec une décision qui a donc été annoncée, qui cible plusieurs marques. On va regarder quels droits de douane ont été annoncés sur 3 marques. Ça va de 17% à 38%. Et puis alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les producteurs de véhicules électriques chinois qui ont coopéré ou pas, ceux qui ont coopéré à l'enquête mais qui n'ont pas été retenus dans l'échantillon, ils vont avoir un droit moyen pondéré de 21%, et ceux qui n'ont pas coopéré, effectivement, on sera à 38%. Tiens, petite question, pourquoi ils n'ont pas tous coopéré? C'est une question de Béotia, mais on se dit pourquoi prendre le risque de fâcher l'Europe et donc d'avoir des droits de douane encore plus lourds que les autres? Alors là, il y a des enjeux qui peuvent être un peu complexes à comprendre. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Je pense qu'il y a effectivement de gros enjeux industriels. La Chine a répliqué aussi par rapport à cette décision, étant donné qu'elle a saisi l'OMC, et le processus n'est pas terminé. C'est-à-dire que même si cette décision elle rentre en application le 4 juillet, les États doivent être encore consultés et la Commission doit finaliser son enquête. Donc on est plutôt sur une précision du dispositif fin octobre. Oui, c'est ça. Décision finale en novembre à la majorité qualifiée, ça veut dire qu'il faudrait
15 pays représentant 65% de la population totale de l'Union européenne pour bloquer la décision. On n'en est pas là, mais en revanche, il y a des freins, et notamment il y a l'Allemagne qui freine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ça s'explique par, j'imagine, la place de ces marques sur le marché chinois? Certains des gros constructeurs allemands ont vraiment pris comme stratégie d'aller vendre du thermique en Chine. Donc, ils ont aussi un intérêt. S'il y avait des mesures de réplique de la Chine vis-à-vis de l'Europe, certains constructeurs pourraient y perdre beaucoup. C'est des choix stratégiques qui expliquent que chacun n'a pas les mêmes intérêts dedans. Les Français exportent moins en Chine. Au-delà de ces droits de douane, parce que c'est un levier, mais c'est certainement pas le seul. Qu'est-ce qui manque au niveau européen dans ce secteur automobile? Des choix, une politique industrielle coordonnée? Comment vous pouvez évaluer ça? Une politique industrielle coordonnée. Alors effectivement, les droits de douane, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a besoin d'avoir des investissements massifs à côté, et puis des politiques nationales qui permettent d'orienter la production vers les produits qui sont les plus cohérents avec ce vers quoi on va, c'est-à-dire des véhicules qui soient vraiment propres. Aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est pas parce qu'on a un véhicule électrique qui est forcément qui est forcément performant d'un point de vue environnemental. Donc il y a bien aussi d'orienter la production. Mais ça veut dire quoi, si on rentre dans le détail, orienter la production? Ça veut dire qu'on a besoin d'aller vers des véhicules qui soient réellement performants d'un point de vue environnemental. Ça veut dire qu'on a besoin de renforcer les normes sur, par exemple, l'efficacité énergétique ou l'empreinte environnementale des batteries. Alors là, on touche un point important sur les batteries. On a parlé des droits de douane sur les véhicules. Ça ne touche que les véhicules. Aujourd'hui, la grosse partie de la valeur ajoutée d'un véhicule, c'est plus le moteur, c'est devenu la batterie. Bien sûr, Et avec tous les enjeux environnementaux qu'on connaît dessus, c'est-à-dire sur les ressources, la nécessité de pouvoir récupérer les matières, etc. Et la valeur est dedans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de droit de douane sur les batteries. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on produit des batteries en Chine 2 fois moins chères que celles qui sont produites en Europe. Du coup, les gros investissements qui ont été faits sur les batteries, sur les projets de batteries en Europe, on a une cinquantaine de projets de fabrication de batteries, aujourd'hui ne sont pas protégés par des barrières douanières. Mais on le voit avec les difficultés notamment du suédois Northvolt qui a été annoncé il y a quelques jours. Exactement, et ça donne une idée du risque qu'on a. C'est pour ça que Tiani, on propose qu'il y ait également des droits de douane sur les batteries, ou qu'il y ait au moins une sorte de norme pour caper finalement l'empreinte environnementale des batteries et donner la priorité à celles qui sont les plus propres sur notre territoire européen. Ça permettrait d'avantager les batteries européennes. Je reprécise un truc, c'est que les batteries européennes, elles sont en moyenne, leur empreinte environnementale est 40% plus faible, si on prend un indicateur global. Et donc, il y a un vrai intérêt à avoir une production européenne de batteries. Est-ce que ça veut dire aussi produire des voitures plus petites, plus légères et moins de SUV électriques? Oui, tout à fait. Le gros défaut de la stratégie des constructeurs européens, ça a été de rentrer dans l'électrique par les gros modèles. C'est l'inverse de ce qu'avaient fait les Chinois, qui sont rentrés dans l'électrique par des petits modèles. Et du coup, ces gros modèles, ils sont en général plus chers. Le Covid, avec les problèmes d'approvisionnement, cette période-là a renforcé cette stratégie. Donc, ils se sont dit, on a moins d'équipements, donc on fait moins de véhicules, donc on va miser sur des véhicules plus chers pour faire au moins autant de profit. Résultat, on a des gros véhicules. Le marché, les automobilistes, ils attendent des véhicules peu chers, abordables en fait. Oui. On l'a vu évidemment avec le leasing social qui a été mis en place au début de cette année 2024 et qui a duré quelques semaines à peine, tellement l'engouement a été important. On verra quelle enveloppe lui est consacrée pour l'année 2025. C'est un des gros enjeux. C'est un des gros enjeux, on est bien d'accord. Ces droits de douane, ils seraient appliqués pendant 5 ans. Oui, ça veut dire quoi? C'est une course, il faut gagner du temps en fait? C'est ça l'explication? Je pense que c'est au moins 5 ans. Après, je pense en fonction du contexte qui sera celui dans 5 ans, ce sera renouvelé. Je vous pose la question, pardon. Il faut gagner du temps parce qu'il y a cette barrière temporelle, 2035, interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe. On a peut-être fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend cette décision à un moment où nos constructeurs ne sont pas tout à fait prêts. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Alors, 2 choses. Il y a une course à l'électrique. Oui. Et effectivement, c'est une course, ça veut dire qu'il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut que les constructeurs européens soient positionnés sur l'électrique. Oui. Sinon, la concurrence des véhicules chinois va arriver.
Et du coup, il y a des vrais risques, et c'est pas moi qui le dis, c'est les constructeurs eux-mêmes, de recomposition du secteur et notamment éventuellement de mort de certains constructeurs. Donc oui, ils jouent leur survie et ils jouent la survie de tissu industriel avec tous les emplois qu'il y a derrière. Donc là, il y a un enjeu qui est crucial. Oui, il faut aller vite et il faut que les constructeurs européens se mettent sur l'électrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tire les investissements ? C'est cette loi sur les émissions de CO2. C'est cette échéance 2035. Oui. Donc avec ces il fallait quand même la mettre, cette échéance. Mais évidemment, sinon, fait, la révolution n'aurait pas eu lieu dans le secteur automobile. Ah, exactement. Il n'y aurait, pas eu les 150 milliards d'investissements s'il n'y avait pas eu ces normes CO2 et si les objectifs 2025-2030 ne sont pas maintenus et 2035. Il y a un vrai risque que les projets qui sont aujourd'hui encore des projets périclitent. Et donc là, ça veut dire concrètement des emplois en moins. Il y a un vrai... Est-ce que, on parlait de mesures de rétorsion, on parlait de la réaction des Allemands, est-ce qu'il y a un risque de mesures de rétorsion sur des produits français de la part de la Chine? Ou est-ce que c'est pas forcément lié ou annoncé? Sur les Français, en termes de véhicules, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Sur d'autres produits que les véhicules. Mais ça pourrait arriver, effectivement. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, l'Europe ne soit pas naïve vis-à-vis d'un contexte international où, sur certains produits, la concurrence n'était pas équitable. Donc, c'est important qu'elle remonte un peu sa capacité à imposer aussi le respect des règles. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce bras de fer, qui est donc un bras de fer triangulaire. On l'a bien compris, puisque les États-Unis ne sont pas en reste. À bientôt sur Bismart. For Change, c'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Sylvain Boyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Vous êtes sociétaire chez Maze, chauffeur VTC. C'est quoi le modèle de Maze? C'est particulier. Oui, très particulier, oui, tout à fait. Oui. On veut sortir en fait du modèle classique des applications comme Uber ou Bolt, etc. Et en fait, pour pouvoir s'en sortir, en fait, parce que malheureusement, le secteur est saturé à l'heure actuelle. Les prix sont low cost à l'heure actuelle et malheureusement les chauffeurs n'arrivent plus à s'en sortir. Donc vous avez choisi un autre modèle. On a choisi carrément un autre modèle, qui est une coopérative de chauffeurs VTC. D'accord. Voilà, ce projet a été construit dès le départ par monsieur Brahim Ben Ali et qui ont été suivis après sur 500 sociétaires. Donc vous êtes 500 sociétaires aujourd'hui? On est à l'heure actuelle 500 chauffeurs VTC qui ont investi en fait dans cette coopérative. D'accord. Voilà, avec des parts sociales. Et on a été aidé aussi par le département de la Seine-Saint-Denis, par la ville aussi de Saint-Denis, qui ont investi aussi des parts sur cette coopérative. Donc on est dans une coopérative, ça veut dire chaque sociétaire, chaque chauffeur a une voix, ça veut dire c'est un modèle très particulier, mais qu'est-ce que ça apporte aux chauffeurs? On va se passer du côté des chauffeurs pour commencer. Qu'est-ce que ça change à leur quotidien, peut-être à leur modèle économique aussi? Complètement. Oui, à l'heure actuelle, on est en vraie crise. Voilà, et on aura notre propre outil de travail. Voilà, c'est-à-dire qu'on a créé notre application qui a été créée par une société française, Mater. Donc on a investi énormément d'argent sur cette application. Et on veut cibler, de toute façon, dès le départ, les entreprises. C'est-à-dire on va travailler uniquement sur du B2B. D'accord. Pour sortir de ce modèle, en fait, de réservation. La réglementation est bafouée à l'heure actuelle sur les VTC. Et en fait, nous, on veut sortir de ce modèle pour suivre exactement Mais ça veut dire que les chauffeurs seront mieux payés? Complètement, oui, tout à fait, oui. Déjà, le pourcentage de commission sera réduite. D'accord. Et bien sûr, cette commission rentre dans cette coopérative et sera après redistribuée aux chauffeurs, aux actionnaires de la coopérative. Donc ça passe par une appli, on l'a compris. Oui. Pourquoi vous avez choisi de vous adresser prioritairement aux entreprises? Parce que en fait, on veut sortir de ce modèle low cost. Et en fait, on veut apporter un modèle de course un peu plus haut de gamme?
En gamme, complètement, oui. Oui, avec des chauffeurs qui ont été formés dans notre centre de formation directement sur notre siège social, un dress code qui sera très strict au niveau de la tenue, du fonctionnement, de la prise de commande, c'est-à-dire qu'on demande 20 minutes entre la demande d'un chauffeur et l'arrivée du chauffeur. Donc au niveau réglementation, on est vraiment au top. Et bien sûr, après, le suivi en fait du départ et jusqu'à la fin. Est-ce que ça veut dire aussi pour les chauffeurs, c'est souvent difficile quand tu es chauffeur VTC ou chauffeur taxi, de concilier vie de famille et activité professionnelle. Est-ce que vous avez ça en tête aussi ? Si la rémunération des chauffeurs sera plus importante, nous, notre but, c'est de limiter en fait les heures de travail de nos chauffeurs. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les chauffeurs font 10, 12, voire 14 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Donc nous, en sortant de ce modèle-là, on veut apporter à tous ces chauffeurs, en fait, une rémunération plus importante et une limitation au niveau de leurs heures de travail pour qu'ils puissent profiter de leur famille et de la vie, en fait. Merci beaucoup. À suivre donc le développement de Maze, modèle coopératif de chauffeurs VTC. Merci Sylvain Boyer, à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro consacré à la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Salut.